Bonjour tout le monde, bienvenue à notre spécial forêt. C'est toute l'émission au complet, c'est en deux parties. Une première partie cette semaine dans laquelle on va parler davantage du passé, de l'histoire du monde forestier, et également aussi dans la deuxième émission du futur, de ce qu'on devrait faire avec le monde forestier. En entrevue cette semaine, on a Marc Gilbert. Marc qui est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le monde forestier, qui a travaillé dans différentes fonctions. Parmi ces fonctions, on peut citer celle de directeur général d'une usine de sciage sur la Côte-Nord, directeur général d'une usine de fabrication de panneaux de porte décoratifs, dans lesquels ils sont devenus une référence mondiale. Il a également été président et chef de direction de Boissaco. Il a également été membre de plusieurs conseils d'administration reliés au monde forestier. Et tout récemment, il a occupé les fonctions de président-directeur général de l'Association des producteurs de copeaux du Québec. Il a travaillé également une dizaine d'années dans différents services gouvernementaux. On peut dire que c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans le monde forestier, qui connaît bien le monde forestier. Eh bien, Marc, bonjour. Ça me fait plaisir de t'avoir en entrevue aujourd'hui. On va commencer en te demandant qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le monde forestier? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans la famille? Comment ça a commencé, ça, cette aventure-là? Bon, premièrement, moi, je suis natif de Beauce. Un petit village en Beauce, Saint-Gédéon, c'était forestier. Mais quand on parle de forêt dans Beauce, tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup de forêts là, sauf la forêt privée. Mais j'étais entouré de petits villages où il y avait presque partout des usines, des entreprises qui vivaient de la forêt. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné de voir à quel point on pouvait, avec du bois, faire beaucoup de choses, puis créer beaucoup d'emplois dans toutes sortes de domaines. Fait que les Beaucerons ont développé ça, surtout à partir de la forêt privée, mais ils ont aussi même été assez forts pour aller chercher du côté américain l'équivalent de 600 millions de PMP par année. C'est quasiment la seule place qu'on peut dire que les Canadiens vont chercher les ressources naturelles des Américains et les transformer au Québec. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont développé avec ça beaucoup de deuxième transformation, troisième. Et puis moi, je me disais, bien, regarde, le Québec, c'est tellement grand, il y a tellement de potentiel qui ne me semble pas utilisé à ce moment-là, peut-être des années 70. Il y a énormément à faire. On était au début de la Révolution tranquille où on se disait que tout est possible. Fait que, ben, on va aller là-dedans, on va aller travailler dans les régions forestières. OK. En parlant de ça, il y a des gens qui ont l'impression qu'il ne s'est rien passé dans le monde forestier, que c'est un peu comme si ça se faisait comme avant. Bon, toi qui as 45 ans d'expérience là-dedans, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des grands changements et puis nous donner des exemples de changements qu'on a connus là, dans les 45 dernières années? Ah, c'est incroyable les changements qu'il y a eu. Les principaux, mais moi, quand je suis allé à l'école à l'Université Laval, les professeurs, il y a une image qui me reste en tête, il y avait une carte au tableau, puis les gens qui montraient les territoires forestiers. Puis le centre de la carte, c'était une immense plaque jaune, puis ils appelaient ça le Pégel jaune. En réalité, c'était la plus grande concession forestière du Québec, CIP à l'époque, puis ils contrôlaient tout le cœur du Québec, la Mauricie, toutes les plus belles régions, la plus belle région forestière était contrôlée par eux autres. Puis alentour, tu avais d'autres compagnies forestières, puis c'était toutes des concessions forestières. C'était un système qui donnait le bois à ces compagnies-là pour 99 ans. Ça avait gelé le développement. Tout ce qui se faisait, c'était tourner autour des pâtes et papiers. À l'époque, on trouvait ça normal de prendre des belles épinettes de 15 pouces puis les mettre en 4 pieds, les draver dans nos rivières qu'on polluait, puis défibrer ça, puis en faire des produits de pâte et papier. On avait à l'époque des usines qui procédaient avec des procédés au bisulfite qui polluaient l'eau, polluaient la rivière. Je me rappelle d'avoir été à Clermont, à la sortie de l'usine de Clermont, où les rejets allaient directement dans la rivière. La rivière coulait de la forêt, était noire, une belle eau noire pure de la forêt. Puis la moitié de la rivière était couleur café. C'était les déchets qui sortaient. Ça prenait 2 gros kilomètres à se mêler ensemble. Tu sais, c'était une approche comme ça. Puis ces compagnies-là, les scieries ne pouvaient pas se développer. Il y avait tous les meilleurs territoires. Quand un sieur, un petit Québécois, voulait avoir du bois, il allait voir, il fallait qu'il aille à genoux, puis il fallait 3 fois le doigt de coupe pour avoir un peu de bois, puis c'était jamais sûr. C'était contrôlé par les anglophones, okay, qui contrôlaient toute l'industrie des pâtes à papier. C'était pareil dans les mines. Puis une anecdote en passant, j'ai travaillé avec
été comme chef de cabinet de Yves Bérubé en 1976, qui était ministre des Forêts. Puis lors la première réunion qu'on a eue avec l'industrie, appelait ça le CPPA, Canadian Pulp and Paper Association, il m'avait envoyé, il venait là, à cette réunion-là annuelle avec le ministre, tous les vice-présidents des compagnies papetières. Puis il m'avait envoyé la liste, puis il m'avait fait le décompte. 71% des membres de ces conseils d'administration-là étaient anglophones, au Québec, où on avait la plus vieille université de foresterie d'Amérique. Ça, on était en quelle année, là? En 76, rendu là. 76. Fait que, je me rappelle d'un débat avec eux autres, quand on est arrivé, le gouvernement péquiste, ça avait fait tout un débat, je ne vous montrerai pas tous les détails, là, mais finalement, 4 ans plus tard, sentant une pression de changement, il m'avait renvoyé à la liste pour la réunion 4 ans, la quatrième qu'on a eu avec eux autres, puis c'était passé de 70% anglophones à 40%. En 4 ans. Il était sorti d'un coup sec, là, un paquet de gens qui étaient probablement bloqués à une échelle qui ne pouvait pas grimper plus haut, là, puis qui étaient disponibles, puis qui avaient les compétences, qui ont pris les rênes. Aujourd'hui, quand on parle de contrôle, les compagnies, même pas des papiers, c'est des Québécois qui contrôlent ça, et pas des étrangers, pas de l'Angleterre, des États-Unis. Fait que c'est, regardez les Cascades, regardez Kroger, regardez Tembec, regardez même Résolu, leur siège social de Montréal avec des dirigeants francophones. En tout cas, on a pris notre place. Ça, c'est un gros changement. On a aussi mis en place, à ce moment-là, un programme de modernisation des industries de papier. Ça n'avait pas bougé depuis des décennies. À l'époque, j'ai constaté que la dernière papeterie qui avait été construite était à Bécomo en 1937. Après ça, on a développé une à Val-d'Or, à Guenaude. À moi, je veux dire, c'était la dernière, mais il y avait un blocage, là, ça n'évoluait plus, ça. Fait qu'on a fait un programme de modernisation des ports de papier dans lequel il s'est investi à l'époque, nous en 70, 2 milliards de dollars avec un aide gouvernementale, l'industrie a fait le reste. Puis on a changé fondamentalement le procédé qui était au bisulfite, avec des meules qui défibraient la pitone. Puis on a versé ça en thermomécanique, qui avec de l'électricité, avec des copeaux qu'on cuisait. Fait que, pour qu'il y ait des copeaux, pour que le procédé marche, on a pris le bois qui leur était alloué, on l'a alloué aux scieries. Puis là, on a développé des scieries dans toutes les régions du Québec. Ça s'est fait vite. En l'espace de 10-15 ans, on a occupé le territoire. Fait que ça a tout changé, la mode de fonctionnement de la forêt. Fait que là, maintenant, les scieries, c'est la pierre d'assise de tout le système. Ils font le bois d'œuvre qui permet de faire de la deuxième, la valorisation à bois d'ingénierie, n'importe quoi. Bien, ils font aussi les sous-produits, copeaux qui vont au bois de papier, les surplanures qui vont à l'usine de panneaux qui sont développés depuis ce temps-là, l'écorce qui va à procéder de chaleur. Fait que c'est devenu la pierre d'assise. Mais Marc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un gouvernement qui veut agir, il peut agir, dans le fond. C'est un peu ça que tu nous dis? Bien oui. Puis, en tout cas, chaque époque nécessite des changements peut-être différents. On ne va pas refaire 2 fois une modernisation. C'est d'autres choses auxquelles il faut penser, là. Nouvelle filière de développement. Mais tout ça pour dire aussi que tout ce brouhaha-là a fait que le Québec a développé beaucoup de sciage. On est devenus les spécialistes mondiaux du sciage de petits bois. Personne ne nous battait. Là, on a pris un peu de retard dans les 7-8 dernières années parce qu'à cause de la crise, mais avant ça, on était réputés comme étant les meilleurs au monde. On est aussi les meilleurs au Canada dans la deuxième transformation. Les gens disent qu'on n'en fait pas assez, c'est vrai, mais on est les meilleurs au Canada. C'est quand même pas si pire. On bat l'Ontario et le Colombie-Britannique. L'autre élément aussi qui est fondamental, il faut que les gens comprennent, c'est que moi, quand j'étais à l'école, quand je suis arrivé dans la foresterie, j'ai constaté qu'il y avait à peine 50 de la possibilité forestière résineuse qui était allouée, puis à peine 10-20 de la possibilité feuillue. C'est dans les années 75-80, c'est pas il y a un siècle. Puis ça a évolué tellement vite après tout ce chambardement-là que là, il nous est arrivé la grande épidémie de tordeuses que moi j'ai vécue, 79-82, le pire. Et là, ça a détruit tellement de dizaines de millions de mètres cubes que là, on a eu comme un choc. La forêt qui nous paraissait
immense, jamais on passe à travers. D'un coup sec, là, on a dit, wow, avec tout ce qui se coupe, ce qui est alloué, la tordeuse, ben là, écoute, là, on a commencé à faire de l'aménagement intensif. Mais c'est juste en 80. Fait que ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'un arbre, ça prend la vie d'un homme à pousser. Fait que ce qu'on a fait en 80, si dans la région on l'a fait, ça prend 70 ans à pousser, bien, ça va voir les résultats dans 30 ans, 35 ans. OK? Fait que ça prend du temps avant qu'on voit les résultats de ce qu'on a fait. Mais il y a eu tellement d'améliorations dans l'aménagement, ça a été systématique. On a laissé les débusqueuses qui brisaient toutes pour des multifonctionnels qui protègent la régénération, qui font moins de compaction des sols. On a regarni toutes les places que ça ne poussait pas. Tout ça, là, ça se fait. Mais le résultat, on n'en profite pas encore. Ça va prendre encore. Dans le sud, ça commence. La forêt privée, on commence à voir les résultats. Puis dans certaines forêts publiques du sud, oui. Mais dans le nord, ça va prendre encore beaucoup de temps. Fait que tout ça, ça s'est fait. Et en tout cas, moi, je suis fier de ça. Je trouve qu'on a drôlement progressé. C'est plus ce que c'était dans mon temps. On est parti d'une entreprise très polluante puis pas très efficace à des entreprises beaucoup moins, on pourrait dire, beaucoup plus efficaces au niveau environnemental puis aussi efficaces en matière de productivité. Hey, en changeant les procédés des poils de papier, là, en les orientant sur les copeaux, on a éliminé la drave. La DBO, la demande biologique d'oxygène dans l'eau, a été réduite considérablement parce qu'on traite les effluents puis on envoie moins de produits chimiques dans l'eau puis de fibres. Avant ça, là, une tonne de papier avec le procédé bisulfite, là, ça prenait 2 tonnes de bois pour faire une tonne de papier. Aujourd'hui, ça prend 1,05 tonnes pour faire une tonne. Okay? C'est énorme l'efficacité. Donc, tout ça ne va plus dans nos rivières. La pollution atmosphérique a été, ça sent plus le soufre comme ça sentait dans les villes avant ça. C'est incroyable les beaux changements qu'on a faits. Okay. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le monde forestier? C'est les gens. Les gens avec qui j'ai eu à travailler. Les travailleurs forestiers, là, que c'est en usine ou en forêt, là, c'est des gens vaillants. C'est des gens débrouillards. C'est des gens entrepreneurs. C'est pas des gens qui se plaignent de leur sort. C'est toujours positif. C'est peut-être ça le plus. Ça m'a permis aussi d'apprendre en même temps que j'apprenais dans ce domaine-là que la forêt, c'est renouvelable. Okay? La déforestation, là, j'en ai jamais vu dans toute ma vie faite par des forestiers. Quand on construit un centre d'achat puis on asphalte la cour, ça, c'est de la déforestation. Quand on construit des routes asphaltées et quand on coupe une forêt puis qu'on la remet en production, on ne fait pas de la déforestation. C'est renouvelable. Puis, ce que j'ai aimé le plus, ce que j'ai aimé, puis ça, je l'ai appris moi-même avec le temps, c'est que c'est toute la question de... je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est fondamental. Couper un arbre, c'est naturel. C'est même pas un acte contre nature en autant que c'est bien fait. Puis, si les gens comprenaient c'est quoi le cycle du carbone, ils comprendraient que la forêt, la manière qu'on va aménager notre forêt, qu'on va la récolter, là, ça peut être la meilleure solution, la plus à notre portée comme humain pour réduire les gaz à effet de serre. La plus écologique, dans le fond. C'est mieux de couper les arbres que de laisser le carbone monter dans les airs s'ils pourrissent sur pied. Bien, Denis, c'est le problème, c'est que dans toute ma vie, j'ai rencontré des centaines de personnes de la ville, puis j'en ai pas vu beaucoup qui comprenaient ça. Pour eux autres, là, un arbre, ça capte le carbone, donc il ne faut pas le couper. Ils ne comprennent pas que quand il a capté du carbone toute sa vie, quand il tombe à terre, c'est ça le cycle du carbone. Quand tu as du gazon, une fougère, elle tombe et elle pourrit à tous les ans. Mais un arbre, c'est à tout son cycle de vie, c'est 50, 75, 100 ans. Mais quand il tombe à terre, il pourrit, il réémet sous forme de gaz, méthane, etc. Tous les gaz qu'il a captés dans sa vie, ça retourne tout dans l'atmosphère et c'est le cycle. C'est le cycle du carbone. Okay? Il y en a une partie dans l'histoire du monde qui s'est ramassée dans le fond des océans, qui a fait des réserves de pétrole, de gaz. Il y en a qui sont... Mais le cycle fondamental, c'est ça. Fait que si les gens comprenaient qu'on a intérêt, quand un arbre est mature, à ne pas le laisser tomber à terre et pourrir, mais le ramasser, le scier, exemple, le mettre dans un mur de maison puis le capter pour des centaines d'années, c'est mieux que de le laisser pourrir. Puis, quand tu en coupes un, t'assurer qu'il en vient 2 autres, qu'on double le stockage de la forêt.
ben, on aura un outil là. Écoute, chaque arbre est une usine que la nature nous donne pour capter le carbone. Fait qu'on n'a pas un investissement majeur, là. C'est mineur ce qu'on a à faire. On pourrait doubler la capacité de captation de la forêt en l'aménageant, en la récoltant quand c'est le temps, puis en faisant bien les choses. Ça, si les gens comprenaient ça, ils arrêteraient d'embarquer dans les campagnes de publicité des compagnies qui disent hey, aidez-nous à sauver des arbres, laissez le papier. Ils n'ont même pas encore réalisé non plus que le papier, c'est plus fait avec des arbres. Moi, on ne coupe plus d'arbres au Québec depuis des dizaines d'années pour faire du papier. C'est des copeaux de scierie qu'autrement on va laisser pourrir. Quand on parle d'aménagement durable, il faut avoir ces notions-là bien correctes. Puis les gens de la ville ne comprennent pas ça. On a de quoi faire là parce qu'ils ne comprennent vraiment pas. Dans le fond, le monde forestier, c'est peut-être une des entreprises les plus écologiques du fait que les arbres repoussent, c'est durable, etc. Mais qu'est-ce que tu as aimé le moins? Tu as aimé beaucoup les gens, tu disais que c'est des gens fiers, mais qu'est-ce que tu as aimé le moins dans le monde forestier? Avant d'aller au moins, peut-être un élément qui m'a échappé, que j'ai vraiment aimé et que j'ai réalisé, c'est qu'en région, là, la forêt, c'est la stabilité. Okay? On a perdu beaucoup d'entreprises, mais il en reste. Puis il y a du potentiel de développement énorme, puis c'est renouvelable, ça se fait tout le temps là. C'est la principale richesse renouvelable qu'on a. Okay? Donner comme exemple, quand vous découvrez une mine, vous l'exploitez, 30-40 ans après, il reste un trou. Quand vous construisez un barrage de l'Hydro-Québec pour exploiter et faire de l'électricité, vous avez un boom pendant la construction, puis après ça, 3-4 personnes qui surveillent ça. La forêt, c'est pas ça. On peut, en la développant, en l'aménageant, en la transformant adéquatement, en créant des emplois, deuxième, troisième transformation, on a un potentiel là qui est durable, renouvelable. Et ça m'a encouragé à travailler toute ma vie. Et que ça, je voulais juste compléter les points positifs. Puis, si on parlait de ce que tu as aimé le moins, ça serait quoi? Bon. Ma déception comme forestier, c'est de réaliser qu'avec le temps, on a perdu ce que j'appelle la culture forestière des Québécois. Aujourd'hui, il y a plus que la moitié du monde qui reste en ville. Il y en a qui sont nés, beaucoup plus qu'avant, qui sont nés en ville. Il y a beaucoup des étrangers qui arrivent d'ailleurs qui n'ont pas une connaissance de notre forêt, ils n'ont jamais vécu. Avant, là, tout le monde avait des racines dans la forêt. Son père, son grand-père, son frère. Fait qu'il était... On aurait dit qu'il comprenait la dynamique de la forêt et les obligations qu'on a face à la forêt et la manière qu'on doit traiter ça. Aujourd'hui, il y a eu comme une coupure, là, puis il y a la moitié de notre population qui ne comprend plus ça. Et ça, c'est décevant. Par contre, cette partie-là qui ne comprend pas ça a développé, a augmenté sa sensibilité versus la protection de la nature. Tu sais, là, on a un problème. C'est que d'un côté, tu as les écolos qui ont un message à livrer qui est de plus en plus écouté. C'est des gens bien intentionnés, la plupart. Mais souvent, ils manquent de nuances dans ce qu'ils disent. Puis, même, ils exagèrent pour impressionner ou faire réagir, ils en mettent trop. Puis tout ça, ben, ça étouffe le message que les forestiers, nous autres, on voudrait qu'ils comprennent, ces gens-là. Fait que... Mais j'ai l'impression que ça change, là, actuellement. Depuis 4-5 ans, les écolos sont plus nuancés. Ils prennent même notre défense en temps. Je regarde Richard Desjardins qui est allé dire à Greenpeace, regarde, ça n'a pas de bon sens ce que vous demandez d'arrêter la coupe dans la forêt boréale. C'est le Québec au complet qu'il faudrait fermer. Mais lui aussi, il en a fait des erreurs avant, puis il nous a fait mal. Puis il a dit des faussetés. Puis, en tout cas, moi, je pense qu'on a un problème là, des gens qui écoutent ça, qui sont préoccupés par la protection de la nature. Comment leur faire comprendre qu'on ne détruit pas la nature en récoltant la forêt? Ça, c'est le bout qu'on a à faire. Tout à l'heure, tu parlais de transformation, puis souvent, on entend ce discours-là, il faut transformer davantage. Tout le monde voudrait ça. Moi le premier. Mais toi, tu l'as été dans la transformation. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça veut dire, essayer de développer un nouveau produit? Est-ce que c'est facile de transformer? Bien, si on regarde la forêt dans son ensemble, surtout avec ce que je vous ai dit tantôt, le virage qui est fait vers les scieries, il faut que la base, la scierie, c'est rentable. Okay? On a un défi là important. Cette scierie-là,
elle s'approvisionne en forêt. Notre bois est petit, souvent il est loin, on est loin des marchés. Les marchés sont souvent instables. Regardez ce qui se passe avec les Américains. Ça coûte cher à les livrer là. On a des contraintes d'opération incroyables. On a les contraintes d'opération les plus sévères au monde. OK? On est à l'avant-garde de ce côté-là, mais ça coûte cher, tout ça. Fait qu'on a ce défi-là. Il faut rentabiliser la première opération parce qu'on est la pierre d'assise qui soutient le reste. Les pâtes de pied dépendent de nous autres maintenant pour les copeaux, les usines de panneaux pour les sciures et planures, l'ensachage, les granules, tout ça dépend de nous autres. Okay? Fait que la base, là, c'est pas solide. Il n'y a personne qui va vouloir s'accrocher après pour développer un complément ou une deuxième transformation, parce que si la base n'est pas là, fait que on a ça, le défi de ça, il est loin d'être réglé. Là. On vient de sortir d'une crise incroyable, puis on a encore le bois le plus cher au monde, quasiment compte tenu de sa qualité et de sa grosseur. Fait que ça, c'est difficile à surmonter. Mais c'est faisable, c'est possible. Puis la preuve, il y en a partout. Il y en a dans chaque région. Il faut vous parler peut-être du cas de Bois-Sacco parce que je le connais mieux, ayant vécu là 30 ans dans cette entreprise-là. Mais Bois-Sacco, c'est le redémarrage d'une usine qui a fait faillite 3 fois. C'est une usine qui se vendait en pièces parce que personne n'en voulait. C'était impossible. On l'a relancé avec l'appui de la population des travailleurs dans une formule intéressante de partenariat capital humain et financier via des specs et des coops de travail, des travailleurs actionnaires. On a eu la perspicacité de se faire un fonds de développement dans le sens qu'on a convenu dès le départ que 50% des profits iraient aux actionnaires, donc le 2/3 de ça aux travailleurs. Puis l'autre 50% irait dans un fonds de développement régional. Fait qu'on s'est créé un fonds de développement. Et on s'est dit aussi, ce qui est plus facile pour nous autres, ça va être de transformer nos propres résidus. Fait qu'on a développé sur 30 ans tout un réseau d'entreprises qui transforment nos sous-produits. Actuellement, on a une usine qui s'appelle le Gitco qui prend 100% de la planure, puis qui en fait de la litière tamisée pour les chevaux qu'on vend à 90% du côté américain. La poussière qu'il y a là-dedans est envoyée à Granulco, qui, avec le brin de scie de l'usine de Bois-Sacco et de l'usine de Feuillu, qui est à Bergeron-Bersaco, font de la granule et de la litière aussi. Du côté des copeaux, on a une usine qui s'appelle Sacopan, qu'on a développée, qui est unique au monde en passant. Pas au monde, unique au Canada, mais qui est une référence mondiale. C'est la référence maintenant de notre groupe. On va l'associer là-dedans avec le groupe Masonite, le plus gros producteur de portes au monde. Et cette entreprise-là, développée à Sacré-Cœur, avec un petit village de même pas 2000 habitants, on a réussi à développer une entreprise qui fait des panneaux de portes embossés décoratifs. Ça en prend 2 pour faire une porte. On en fait 10 millions par année. Ça fait 5 millions de portes. Imaginez-vous le nombre de maisons qu'on fournit avec ça. Okay. On occupe une grande partie du marché nord-américain. Mais Marc, est-ce que pour arriver à ce produit fini-là, est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez réussi à pogner le truc rapidement ou... Non, mais c'est ça qui est le fun. C'est que, premièrement, on a des outils au Québec, puis nous autres, on les a utilisés. On s'est associé au départ à 50% avec la SGF, qui nous a soutenus. C'est elle qui nous a donné la crédibilité financière de démarrer le projet. Il y a 2 grands groupes au monde qui font des panneaux comme ça. C'est Masonite puis Dual One. Puis ils contrôlent le marché mondial, il n'y en a aucun autre. Fait qu'on a essayé de rentrer là-dedans, puis on a frappé un mur. C'est que le coût de la mise en marché, là, il nous attendait. Parce que nous autres, on faisait quelques produits, nous autres, ils faisaient tout. Puis ils ont menacé tous nos clients potentiels que si ils prenaient notre produit, ben il n'y aurait peut-être pas les autres produits. Fait qu'on a eu de la misère. Finalement, on s'est marié avec eux autres. Masonite est devenu propriétaire chez nous parce que notre panneau, ils ont découvert qu'il était exceptionnellement bon. Pourquoi? En effet, c'est que les Américains, eux autres, ils font ça avec de la scrap qui arrive un peu partout. Ils écorcent ça, c'est toutes les sortes de bois. Ils tubent ça, ils passent ça dans les laveurs parce qu'il y a trop de sable qui vient dedans. En tout cas, c'est très, très coûteux. Puis ils n'ont pas une bonne qualité de produit. Tandis que nous autres, on est associés avec une scierie qui livre
tous les jours, le même produit, le même mix sapin-épinette, la grosseur de copeaux spécifique que ça leur prend. On leur a fait un produit sur mesure. Et avec ça, avec la technique qu'on a développée, parce qu'on a tellement de misère qu'on a inventé une nouvelle manière de faire des panneaux, on est devenu maintenant l'usine qui fait les meilleurs panneaux au monde. Et les Américains, pendant la dernière crise, ils ont formé leur propre usine, puis ils nous ont fait marcher 7 jours semaine, 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé Boisseco. Mais ça n'a pas été facile. On a investi 10 millions en recherche et développement. On est venu un poil de manquer notre coup. Grâce au mariage avec Maçonnette, on opère maintenant à pleine capacité. Et c'est très, très rentable. C'est ça qui sauve notre groupe actuellement. Fait que, mais nos Québécois, on a vraiment développé un nouveau procédé. Je me rappelle quand les Américains sont devenus partenaires, ils nous ont envoyé une équipe de 13 personnes. Ils en venaient du sud des États-Unis, il en est venu d'Afrique du Sud, de la Corée, il en est venu d'Irlande. Ils sont venus inspecter notre procédé, puis ils ont pris bien plus de notes que nous ont donné de conseils, parce qu'ils n'en sont pas revenus de voir comment nos Québécois étaient débrouillards. Ça veut dire que le petit village de Sacré-Cœur a donné des leçons au monde entier? Bien, dans le panneau, oui. Dans le panneau, en tout cas. C'est ainsi que se termine la première partie de notre entrevue sur la forêt. On vous invite la semaine prochaine pour la deuxième partie. On va parler davantage de l'actualité, du monde forestier d'aujourd'hui et de l'avenir. C'est quoi le bilan que tu fais des 4 dernières années? Est-ce que où on en est là, par rapport? Est-ce que tu penses que la situation s'est améliorée depuis 2013? Bien, premièrement, ce sommet-là, j'ai participé à plusieurs sommets semblables, forêt privée, forêt publique. C'était la première fois que je voyais autant d'unanimité. Puis c'était la première fois que je voyais l'industrie, entre autres, sortir de là satisfaite. Puis d'avoir réussi à avoir l'appui même du monde d'environnement, puis des syndicats, puis tout ça.